Alors, comme on le sait, dans une semaine exactement, on serait dans nos murs pour donner une conférence dont le sujet, Sophie vient de l'évoquer. Moyen-Orient, nouvelle donne, Israël revoit ses concepts stratégiques. Alors, sans dévoiler le contenu de votre intervention, on aimerait tout de même en savoir un petit peu plus. Par exemple, pourquoi l'État hébreu doit-il revoir ses concepts stratégiques, Stéphane? Ouais, votre curiosité ne m'étonne pas réellement. Eh bien, on doit revoir nos concepts stratégiques parce qu'il y a du nouveau. Et il y a trois raisons principales à cela. D'abord, le risque d'avoir à faire face à 4 ennemis en même temps sur 3 fronts. La deuxième raison, c'est le nouveau missile de croisière iranien, dont on a appris qu'il fonctionnait lors de l'attaque sur les raffineries d'Arabie Saoudite. Et la troisième, peut-être la plus gênante et la plus importante pour nous, c'est le désengagement militaire du Moyen-Orient et du monde décidé par le président Donald Trump. La semaine dernière, Trump a annoncé par exemple un retrait partiel des soldats américains de Corée du Sud. Et il a laissé tomber, comme on l'a vu, les alliés kurdes dans la gueule de Recep Erdogan. Et il a aussi laissé les Iraniens s'attaquer à l'approvisionnement militaire mondial en pétrole sans réagir militairement. Et la semaine dernière, en recevant Recep Erdogan à Washington, il lui a exprimé rien de moins que son admiration. Et il a fait ça pendant qu'il gelait, depuis les dernières élections en Israël, il a gelé ses contacts avec son grand ami, presque son frère, Binyamin Netanyahou. Alors on comprend mieux désormais que Donald Trump est avant tout un homme d'affaires qui gère les États-Unis comme une immense entreprise et qu'il a également les guerres en horreur. Il ne se comporte pas selon les schémas connus pour un président des États-Unis et cela amène beaucoup d'incertitudes quant à son implication aux côtés d'Israël lors d'un éventuel conflit, John. Alors, Stéphane, vous dites qu'il n'est pas sûr que Washington intervienne en cas de conflit entre Israël et l'Iran, mais ce n'est tout de même pas une certitude. Vous avez parfaitement raison, Joe, mais dans ce domaine, l'absence de certitude doit être considérée comme le fait que nous aurons à nous battre seuls, parce qu'on ne peut pas livrer le destin de notre pays et de notre peuple aux instincts de Donald Trump. On a vu que c'était une personne qui réagissait aux instincts, et il en a de très bons, et souvent il a raison. On ne peut pas se permettre qu'une seule fois il ait tort. Donc on est obligé, pour préparer un éventuel conflit, d'aller au scénario du pire et de se préparer à combattre seul. Et alors, Stéphane, pensez-vous à ce sujet que Tsahal pourrait avoir à attaquer l'Iran sur son sol? Oui, bien sûr. L'Iran a remis son usine d'enrichissement d'uranium de Fordo en marche. S'il s'approche de la bombe atomique, ça fait aucun doute que nous interviendrons. On ne peut pas laisser, mais le monde entier, l'Occident non plus, ne peut pas laisser des fous comme les ayatollahs qui sont en train de massacrer leur population civile accéder à la bombe atomique. Et vous l'aurez sans doute remarqué, Israël est le seul pays à croiser le fer avec Téhéran, et cela risque de continuer, même si c'est dans l'intérêt de tout le monde libre d'empêcher les ayatollahs de parvenir à la bombe atomique, et également de voir la population iranienne s'émanciper et recouvrer sa liberté. Eh bien non, on est les seuls à intervenir pour le moment. Et alors, si je ne me trompe pas, vous pourriez avoir à faire face à plusieurs ennemis à la fois et sur 3 fronts. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui ils sont? Oui, les armées régulières iraniennes et syriennes au nord-est, le Hezbollah au nord et le Hamas au sud. Alors Stéphane, si Israël doit faire face simultanément à 2 armées régulières et 2 organisations pratiquant la guérilla et toute seule, il faut effectivement qu'elle conçoive une stratégie adaptée à la situation, mais on ne voit pas vraiment ce qu'elle pourrait faire de spécial. Ouais, eh ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que les armes sont des objets inertes, Joe. Il faut décider où et comment on s'en sert. C'est ça qui s'appelle la stratégie. Et il y a des spécialistes qui passent leur journée et leur nuit à se pencher sur ces questions. Alors, vous dites que c'est pour cela que vous avez des stratèges dans votre armée, dont le nouveau chef d'état-major Aviv Koravi, mais ce ne sont pas réellement des magiciens, Stéphane. Des magiciens, certainement pas. Mais on a vu, grâce à une astuce, on en a parlé, c'était d'ailleurs une exclusivité mondiale pour Radio Judaïka, comment Aviv Koravi avait médusé le Hezbollah il y a quelques mois en lui faisant croire qu'il avait réussi une opération et tué des Israéliens alors qu'on avait envoyé des ambulances et des hélicoptères vides. Et c'est exactement ça. Ça, c'est la tactique. Mais les choix stratégiques, c'est le choix de ce genre de scénario. Et là,
Kochavi et ses assistants doivent imaginer les scénarios les mieux adaptés pour faire face simultanément à 4 ennemis sur 3 fronts. Vous feriez quoi, Joe, à leur place? Je ne sais pas, Stéphane, dites-moi tout. Vous voudriez peut-être les frapper très fort, pas leur laisser le temps de s'organiser. Et vous auriez presque raison, c'est un bon raisonnement. Il faut absolument écourter le temps du conflit. Et à écourter le temps du conflit, c'est la nouvelle doctrine d'Aviv Kochavi. Et on y parvient en frappant très fort et de manière décisive. Alors Stéphane, vous dites que si une guerre de ce type éclate, vous allez frapper très fort dans le but de raccourcir le conflit. Qu'est-ce que cela vous amènera-t-il? C'est la seule façon d'écourter le conflit. C'est pour sauver des vies de soldats. Plus la guerre est longue, plus on perd des soldats. Pour sauver la vie de civils et pour économiser du matériel et économiser de l'argent. Et de plus, ça a l'air simple, mais il fallait y penser. Et avec la doctrine Kochavi, il suffit pas de défaire les armées ennemies, il faut aussi gagner les guerres. Et lundi prochain, j'expliquerai en quoi cela est nouveau pour Israël. Alors Stéphane, ne pas se contenter de vaincre les armées ennemies, mais gagner des guerres, ce n'est pas pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Vaincre des armées, c'est militaire. Gagner des guerres, c'est politique. Mais on a dit qu'on n'allait pas tout dévoiler de la conférence, alors j'expliquerai les choses dans les détails à la maison de la radio à Bruxelles. Et alors Stéphane, j'imagine que ce nouveau concept a un nom et un prix. Alors ça a un nom déjà, ça s'appelle Momentum, en anglais ça veut dire le moment, et ça a un prix, ça va coûter aux contribuables israéliens la bagatelle d'1 milliard d'euros de plus par année au budget national. Et alors Stéphane, qui est-ce qui a entériné et budgété Momentum s'il n'y a pas de gouvernement en Israël autorisé à faire plus qu'expédier les affaires courantes et puisque le budget de l'État ne peut pas être voté? Eh bien, personne, Joe, personne. C'est Aviv Kochavi qui a décidé que la sécurité d'Israël ne pouvait pas attendre les politiciens en fait. Et il a mis son plan en route en utilisant les fonds à disposition de Tzahal en attendant le vote dans le budget. Ce qu'il a fait tout de même, c'est d'informer les leaders politiques, que ce soit Benny Gantz pour Kahol Lavan ou Binyamin Netanyahu. Il leur a dit ce qu'il faisait. Benny Gantz est quand même un ancien chef d'état-major. Il a entériné officieusement le plan de Kochavi. Binyamin Netanyahu a dit qu'aussi il le soutiendrait dès que ce sera possible de faire à la Knesset. Alors justement, cela m'amène à une question. Stéphane, la crise politique a-t-elle un impact sur Tzahal? Et si oui, comme je m'en doute, lequel? Ouais, c'est assez intéressant. Ça confère d'abord une grande indépendance à l'état-major. Avec toutes ces activités, on le voit tous les jours presque à la télévision à parler de ces casseroles judiciaires. Binyamin Netanyahu n'a visiblement pas le temps, on ne dévoile pas en secret, d'être au courant des détails des opérations et de la situation militaire et stratégique. Alors en gros, il dit à Aviv Kochavi, allez-y, faites ce qu'il faut, on a confiance en vous, et on a raison d'avoir confiance en lui. C'est vraiment un travail extraordinaire depuis les quelques mois qu'il est en fonction. Mais sur le long terme, c'est pas une armée qui doit mener une politique, c'est pas une armée qui doit décider de quand elle intervient et où elle intervient. C'est pour ça qu'une armée est toujours soumise au pouvoir, aux décisions du contrôle du pouvoir politique, et c'est très important à long terme. Ça, je veux dire, ça peut pas s'éterniser. Il faut des politiciens qui ont l'ensemble de l'image stratégique globale, dont le militaire et la guerre constituent une partie. Et il faut pas que l'État devienne le militaire, dont la politique devienne une partie. Donc, avec des militaires très responsables comme Aviv Kochavi et ses experts, avec des gens qui connaissent parfaitement la situation, et sur les doctrines nouvelles qu'ils échafaudent, eh bien ça peut durer en temps, et pour le moment c'est peut-être même mieux que les politiques ne se mêlent pas de momentum, mais à terme, je dirais dans les mois qui viennent, il serait quand même préférable que
le système politique se reconstitue, qu'il y ait un vrai Premier ministre et une équipe de ministres et surtout un establishment militaire, comme on dit en Israël, qui soit capable à la fois de suivre et de contrôler les activités du militaire. Ça ne veut pas du tout dire que le militaire ne sait pas ce qu'il fait et qu'il n'est pas bon. Moi, pour le moment, je le trouve excellent pour l'instant. Les notes qu'il a reçues de Metula, c'est vraiment sans faute, John.